Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va clôturer la trilogie Bernard Tapie. Je ne sais pas si un jour Monsieur Tapie savait qu'il allait avoir droit à une trilogie de ma part, mais c'est un grand honneur. Que dis-je? Bon bref, arrêtons les bêtises. On va clôturer cette trilogie que j'aurai la troisième, cette émission-là que tu es en train d'écouter. Je veux que tu saches, je tiens à te le préciser avant même qu'elle commence, je l'ai enregistrée plein de fois. Parce que il y a eu beaucoup de travail sur cette trilogie. Alors tu l'as peut-être vu, peut-être pas vu, etc. C'est pas le propos. C'est juste pour te dire que j'ai mis du temps à en arriver là. Donc j'ai choisi de clôturer cette petite trilogie par une interview de Monsieur Tapie. Mais j'ai choisi cette interview, j'aurais pu choisir autre chose. C'est parce que je tiens maintenant à introduire, si je puis me permettre, le troisième, entre grandes guillemets, protagoniste de l'histoire. Et nous allons jouer à un petit jeu dans cette émission. J'aimerais que tu devines un petit peu ce qui, pour moi, n'a jamais été pris en compte dans l'affaire Tapie, mais dans tout un tas d'autres affaires qui touchent notre pays, qui touchent tous les pays d'ailleurs. Donc je ne vais pas être très clair pendant longtemps dans l'émission parce que mon objectif, c'est de te faire comprendre. Mais tu as écouté la première émission qui parlait de l'affaire Tapie. Tu as écouté la deuxième émission qui parlait de Robert Louis Dreyfus. Et maintenant, tu es dans la troisième émission qui est la conclusion un petit peu de tout ça. Mais maintenant, avant de commencer, il est temps de parler de l'usage. Et quel est l'usage? Tu le sais. Si tu fais partie de la famille, et tu es là, tu fais partie de la famille. Pense à liker et partager cette émission. Parle-en aux gens autour de toi. Et surtout, tu vas sur la plateforme sur laquelle tu te trouves, tu prends quelques secondes et tu me laisses un commentaire. C'est pas compliqué. Tu prends tes petites mimines et tu tapes avec tes petits doigts et tu dis ah là là, c'est trop génial. Non, tu dis ce que tu veux, mais si tu dis que c'est génial, c'est mieux. Et bien évidemment, tu prends le téléphone d'un de tes amis et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Je veux pas savoir, je veux juste que tu le fasses. C'est très simple. Si tu fais partie de la famille, c'est normal que tu fasses ça. C'est quelque chose de tout à fait sain. Ok? Bon. Dernier point et non des moindres, tu vas sur le site, tu vas sur l'onglet Programme. Et tu prends un programme et tu travailles avec moi. Il n'y a rien de mieux pour tes finances que de bosser avec moi. Je vais juste exploser tes résultats. On va exploser ensemble nos résultats. Les tiens et les miens. Alors, on y va, c'est parti. On attaque. Avant de commencer et de rentrer dans le sujet, j'ai quand même une chose à te dire concernant tout ce que tu as entendu sur l'affaire Tapie. Je veux que tu saches que dans la première émission et dans la deuxième, j'ai clairement sous-entendu que Monsieur Bernard Tapie avait a priori des affaires chancelantes. Sauf que il est très important pour moi à ce stade maintenant de t'apporter une information capitale. Tu trouveras des traces de transactions de revente de ces sociétés au profit de Monsieur Tapie. Je vais te le dire autrement, il a dégagé un bénéfice sur la revente des entreprises qu'il a rachetées. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est très complexe de comprendre le monde des affaires. Ce n'est pas un monde qui est facile à comprendre et à appréhender. Et à mon niveau, à moi déjà, j'en apprends tous les jours. Et ne crois pas que c'est ce qu'on veut bien te montrer. Ce que tu vois, c'est précisément ce que tu veux, ce qu'on veut te montrer, ce qu'on accepte de te montrer. Et c'est sûrement ça, enfin, c'est une des choses les plus importantes que je dois te préciser. Il y a autant de choses que tu ne vois pas qui ont encore plus d'importance que les choses qu'on te montre. Et en plus, et pour finir, et je fermerai cette parenthèse là maintenant, il y a cette forme de complexité qui vient s'ajouter à ça. Donc, comment quelqu'un qui achète une affaire en faillite, chancelante, arrive à la revendre plus cher alors qu'on a des témoignages de gens qui nous disent que Monsieur Tapie n'a jamais gagné d'argent. Je vais t'expliquer en prenant un exemple très précis, qui est un de mes cas. Moi, j'ai un bâtiment sur lequel, de facto, si tu prends le bâtiment, si tu prends le prix d'achat et le prix de revente, j'ai perdu de l'argent. Or, à la revente, j'ai gagné de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mécanismes qui se sont enclenchés en aval, alors en amont, en aval, en amont, pardon,
en amont. Bon bref, des mécanismes que tu ne peux pas voir, que moi j'ai mis en œuvre, dont notamment un mécanisme que tu peux comprendre là tout de suite, qui est l'amortissement, qui ont joué en ma faveur. Et d'autres éléments qui ont aussi joué en ma faveur dans cette transaction. Ce que j'essaye de te dire, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme toute chose, il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne sais pas. Et ce qu'on ne sait pas a au moins autant d'importance que ce qu'on sait. Et je veux déjà que tu saches, et c'était important aussi pour moi dans cette conclusion de te le préciser, il y a plein de choses que moi je ne sais pas. Tout ce que je te propose dans cette trilogie, c'est une analyse très personnelle. Et il y a toutes ces choses que tu ne sais pas. Donc il est tout à fait possible d'acheter une entreprise 1 euro en faillite, c'est ce que faisait Monsieur Tapie. Une entreprise non seulement en faillite, mais qui se retrouvait avec un système de fonctionnement interne catastrophique, de redresser la société, de la revendre alors que tu es en train de la redresser, donc dans une dynamique de croissance, mais que cette croissance, malgré qu'elle ait lieu, soit dictée par un déficit. Alors, je vais te dire ça autrement pour que tu le comprennes vraiment clairement. En gros, tu peux acheter une entreprise à 1 euro qui perd de l'argent tous les jours. Tu es en train de la remonter, donc tu éjectes de l'argent dedans. Et tous les mois, au lieu de faire, tu l'achètes, elle fait par exemple moins 500 000 euros tous les mois. Eh bien, tu commences à la remonter. Le mois d'après, elle fait moins 400 000, puis moins 300, puis moins 200, puis moins 100, puis moins 500. Moins 100 000 euros, moins 50 000 euros. Et tu la revends à moins 50 parce que tu sais que dans la courbe de progression actuelle, effectivement, tu vas rebasculer sur le positif. Mais tu es d'accord avec moi, durant ta détention, extérieurement, l'entreprise n'a fait que perdre de l'argent. Or, ce n'est pas vraiment vrai. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir, mais j'essaye de te montrer qu'en fait, il y a ce qu'on te dit et il y a la réalité des choses et que tout est sujet à interprétation. Allez, Magnéto Patrick. Tu peux l'accuser de plein de choses éventuellement, d'avoir fait des contrats bidons, d'avoir arnaqué l'URSSAF, que les joueurs aient triché sur les impôts. Je suppose qu'il doit y avoir dans le dossier des choses, mais ils l'ont pas retenu là-dessus, donc ça veut dire qu'il était coupable de rien d'autre que ça. Et là, c'est du délire. On ne peut pas reprocher à un mec d'avoir été, puisque le délit d'abus de biens, c'est d'avoir porté tort à son entreprise, en gros. Hein, tu portes tort à ton entreprise quand tu mets 150 millions d'euros dans les caisses, c'est un drôle de maso quand même. Donc ça tient pas debout. De quoi il s'agit ici? Parce que tu dois te poser la question, on arrive là de but en blanc dans une discussion. Donc j'ai choisi, comme je t'ai dit, une interview de M. Tapie pour clôturer notre trilogie. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux de finir avec ce avec quoi on a commencé. Donc là, tu as M. Tapie qui répond finalement à une question sur Robert Louis Dreyfus. Et tout prend son sens, tu comprends pourquoi moi j'ai tout connecté. Et là, on est dans une situation où on parle donc d'abus de biens sociaux. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'abus de biens social pour une entreprise. C'est lorsqu'un dirigeant d'entreprise va utiliser de l'argent à des fins personnelles. Il va donc détourner de l'argent de sorte de nuire à l'entreprise pour une avidité personnelle, un besoin personnel, enfin pour quelque chose qui n'a rien à voir avec les besoins de l'entreprise. Ok ? Voilà ce dont quoi on est en train de parler. Là, M. Tapie, Bernard, fait une remarque tellement judicieuse sur Robert Louis Dreyfus. Comment tu peux accuser un gars qui met 150 millions d'euros de ses fonds propres pour relancer la boîte? Alors là, c'est un club, mais la boîte, c'est la même chose. Comment tu peux l'accuser d'abus de biens sociaux alors que le gars, il a mis tout ce qu'il y avait à l'intérieur? Donc, la réflexion est là. Et en fait, ce qui souligne dans ce que tu viens d'entendre, c'est que, en fait, si tu veux, comme c'est le seul chef d'inculpation qui a été retenu, ça veut dire qu'il n'est coupable que de ça. Quand tu dis imaginons, je sais pas moi, je vais te prendre un exemple. On arrête quelqu'un qu'on connaît, toi et moi. D'accord? On l'arrête a priori, quand on l'arrête pour tout un tas de raisons. On l'a pris dans le sac, il y a plein de choses. Et puis au final, on finit par produire un communiqué de presse et on dit, on a arrêté ce gars-là pour abus de biens sociaux. Ça veut dire que tout le reste, ça sous-entend, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète, j'aimerais bien savoir comment toi tu l'interprètes, mais ça sous-entend que tout le reste n'est pas vérifié ou vérifiable. Et que donc du coup, on ne peut qu'accuser ce sur quoi on est convaincu. Je trouve que cette petite remarque-là est déjà très intéressante. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on va s'égarer comme d'habitude, mais je fais quand même la remarque parce que je trouve très intéressant qu'ils disent « on a choisi de ne retenir que cela ». Amusant, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui, M. Tapie, nous explique que Robert Louis Dreyfus, le protagoniste de l'épisode 2 de notre série, finalement se retrouve frappé
plus ou moins, des mêmes accablés, pardon, je vais employer comme terme, il est accablé des mêmes torts, finalement, dont M. Tapie a été victime. J'aime pas ce terme, mais dont il a été suspecté. Excuse-moi d'avoir employé le terme victime, parce que ça sous-entend de ma part une prise de position alors qu'il n'y en a pas. Vraiment suspectés. Ils ont été finalement suspectés tous deux de la même chose. Je ne vais pas t'en dire plus parce que je veux qu'on avance. Déjà, tu vois un petit peu l'ironie et la bêtise de la situation dans laquelle on est, mais c'est pas fini. Écoute ça. Alors ensuite, si on veut parler des systèmes qui tournent autour du foot, en France, je parle, tous les clubs ont recours aux mêmes arnaques qui consistent à pouvoir faire des salaires concurrentiels avec les étrangers qui payent moins d'impôts. Voilà, tout le problème est là. Ouais. Quand un joueur est sur le point de venir en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en France, il choisit un autre pays que le nôtre parce qu'il est plus taxé. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, ça va vous intéresser, hein, on parlait tout à l'heure des pronostics. Eh bien, je vais vous dire pourquoi la France est devenue un petit pays de football. L'Angleterre, tous les joueurs de l'équipe anglaise jouent en Angleterre. L'équipe d'Italie, sauf Beckham. L'Italie, tous les joueurs de l'équipe italienne jouent en Italie. L'Espagne, tous les joueurs d'Espagne jouent en Espagne. Les Allemands, tous les joueurs allemands jouent en Allemagne. Les Français, 3 joueurs français jouent en France. Ah oui. Voilà. On a rejoint le peloton des pays sous-développés. C'est qu'à cause des impôts, ils sont obligés d'aller jouer ailleurs. Mais globalement, c'est pas que ça. C'est globalement, c'est les impôts, c'est les contrôles, c'est l'URSSAF. C'est un pays qui devient un pays tellement pressurisé que les gens ont envie d'aller ailleurs. Et ce qui se passe dans le football, ne vous faites pas d'illusions. C'est comme ça pour les artistes qui peuvent partir ailleurs, c'est comme ça pour tous les autres sportifs de haut niveau, c'est comme ça pour les grands chercheurs, c'est comme ça pour les grands ingénieurs, et ça va finir par être comme ça pour tout le monde. Il n'y aura plus personne, peut-être. Ben, il y aura ceux qui veulent attendre des autres leur salut personnel. Tu vois où je veux en venir. Alors je t'arrête tout de suite. Hein. Je ne vais pas dire là, ne t'attends pas que ce dont je t'ai parlé tout à l'heure au jeu auquel on allait jouer, j'essaye de te faire deviner les impôts, ce n'est pas vrai. Il est temps que je te lève un petit peu le voile de mon petit jeu. Est-ce que tu as une idée, à mon avis pour cette conclusion, du terrain sur lequel je t'emmène? Est-ce que tu as une idée de ce à quoi je fais référence quand je te dis, pour conclure mon affaire Tapie, je pense qu'il y a un facteur qu'on a sous-évalué dans l'affaire Tapie et qui, pour moi, pèse de tout son poids sur tout ce qui peut et qui pourra et qui sait passer dans notre pays. Est-ce que tu as une idée? Allez, vas-y, joue. Dis-moi à quoi tu penses. Je t'ai dit que ce n'était pas les impôts. Allez, on arrête le jeu. C'est l'environnement. L'environnement. Alors oui, et je vais être vrai avec toi, si tu as répondu et si tu as pensé depuis le départ les impôts, ça fait partie de l'environnement. Mais là, il vient bien de le dire, l'environnement général. Et ce qu'il y a d'assez hallucinant dans ce que tu es en train d'entendre, c'est qu'on est sur une interview qui date du milieu des années 90. Je ne vais pas la situer exactement, je n'ai pas noté ces dates-là, mais elles sont retrouvables facilement, ce n'est pas le propos de cette émission. Ce qui est hyper intéressant, je ne sais pas à quelle époque tu écoutes cette émission, peut-être que tu es en 2042, peut-être pas. J'aime bien un peu rigoler, hein. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que je ne sais pas ce que toi tu penses quand tu écoutes ça, mais je trouve que ce qu'il dit, ça s'applique encore aujourd'hui. Et ce malaise, il existe réellement dans notre pays. L'environnement de notre pays est à la fois, de mon point de vue, un énorme désavantage, comme il est un énorme avantage. Tu verras avec moi, c'est très souvent paradoxal. Je vais t'expliquer rapidement, parce qu'on a une émission à faire, et sinon ça va être long, et on va la développer. Mais dans notre pays, l'environnement général, qui est les gens qui nous gouvernent, les taxes, la manière dont fonctionne le système, les gens en général, le problème avec l'argent, parce que tu as un problème avec l'argent, mec. Je me rends compte, plus j'avance dans ce travail que je fais sur Internet, plus je me rends compte, les gars, du problème que vous avez avec le fric. Tu as un énorme problème avec l'argent. Et je te rassure, mec, je ne suis pas dans une position accusateur. J'ai le même problème que toi. Et pourquoi j'ai eu ce problème et tu l'as toi aussi? Parce qu'on est né dans ce pays. On a été conditionné dans cet environnement qui nous a influencés et qui a créé chez nous cette espèce de dysfonctionnement financier que nous avons. Et tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais réfléchis un peu sur cette affaire Tapie qu'on a suivie depuis le départ. Quelles sont les choses qui gênent le plus aux entournures, aux encolures, je ne sais pas comment il faut dire, on s'en fout. Qu'est-ce qui nous gêne le plus? Le fric qu'il y a au milieu dans cette affaire. C'est toujours la même chose qui revient. Mais
Moi, ça me fait halluciner, les mecs. Ça me fait halluciner. À aucun moment, et je le dis depuis le début de cette trilogie, personne ne nous parle de tout ce que la France elle a pu perdre. Putain, merde, on avait Adidas. Et là, ouais, mais ils ont pris l'argent, nanana, l'argent ci, l'argent ça, et c'était pour le pognon, et chacun se sert des uns et des autres. Putain, c'est pas un environnement sain. Je suis désolé, c'est pas sain. Tu peux pas, à un moment donné, comme il le dit là, tu peux pas attendre d'un club qu'il soit cohérent, d'accord, dans ses propositions de valeur auprès de ses joueurs, et le foutre dans une situation aussi difficile que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est en dehors de la compétition. Il te l'explique, il te dit, voilà, un joueur français qui a le choix entre un club français et étranger ne voudra pas venir en France, parce que l'environnement général n'est pas favorable, et que n'importe où il ira ailleurs, ça sera forcément mieux. Putain, mais les gars, vous n'avez pas honte qu'on parle de notre pays comme ça? Vous n'avez pas honte qu'on soit là en train de nous dire, en gros, partout ailleurs c'est mieux qu'ici, parce qu'ici c'est le bordel? Alors, attends, et même en admettant qu'on n'ait pas honte, allez, j'ai pas honte. Ok, j'ai pas honte, moi de toute façon je suis pour, il faudrait qu'on soit dans un pays où on prend tout l'argent et on redonne à tout le monde pareil. Imaginons, je suis pour ça, voilà, je suis un communiste, c'est ça, je suis un communiste. Imaginez, je suis un communiste, voilà, je suis un coco, il en reste un, tu écoutes Radio Coco. Salut, bienvenue sur Radio Coco, la seule émission qui prend tout ton pognon et qui te redonne la même chose qu'à tout le monde. Imaginons, t'es là, je suis Radio Coco, ok? On va imaginer ça. Mais quel a été le problème du communisme? Soyons honnêtes maintenant, sois honnête avec toi-même. Quel est le problème de ce système réellement? Le principe est beau en fait, et je suis capable de le reconnaître. Franchement, je me considère comme un capitaliste, je n'ai pas honte d'être un capitaliste, je n'ai pas honte de vouloir gagner de l'argent, j'ai pas honte d'aimer l'argent, j'ai pas honte de tout ça, ok, ça c'est ok. Mais je reconnais que le communisme est un beau système. Mais quel est le problème? J'ai fait du sport, tu as peut-être fait du sport, on est dans un système de compétition. L'être humain est une personne qui a tendance à se comparer, et c'est pas... Il y a plusieurs types de comparaisons. Moi, j'aime la comparaison quand elle est saine. C'est-à-dire que quand je ne regarde pas le mec avec envie, quand je le regarde en me disant « Ok, ce gars-là est meilleur, il faut que je comprenne comment il fait, parce que moi, à mon tour, je suis capable de l'être. » Et là, il n'y a aucun souci pour moi avec la compète. Il y a des mecs comme ça que j'arrive à apprécier largement. Et je les apprécie d'autant plus qu'ils sont meilleurs que moi et que je suis fan de ce fait qu'ils soient meilleurs que moi. Dans un système comme celui-là, où il y a une forme de compétition qui est instaurée dès le départ, parce que pour moi, ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de la raison pour laquelle l'être humain est là où il est aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, on est des conquérants, on a des gens qui aiment aller dans le nouveau, on a des gens qui aiment créer des choses, on a des leaders, on a des gens qui aiment suivre, on a une diversité qu'on ne peut pas rejeter. Et tu ne peux pas vouloir participer à des compétitions de foot et ne pas donner les moyens à tes équipes d'être compétitifs. Tu ne peux pas vouloir, à un moment donné, créer quelque chose, construire une ville et ne pas faire en sorte que cette ville soit attractive. Il y a j'y vois une forme de non-sens dans ce comportement. Et aujourd'hui, nous subissons ce comportement-là, un comportement environnemental de gens qui non seulement ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, mais qui le rejettent. Et ce rejet est nocif. Je suis désolé de le dire. Et là, dans ce qu'il est en train de dire, on ressent vraiment la problématique réelle de l'environnement dans ce qu'on entreprend et dans ce qu'on fait. Et je pense que dans cette affaire, Bernard Tapie, Robert Louis Dreyfus, jamais on ne parle de l'environnement. À aucun moment, alors si dans la première partie tu vas me dire, mais si Nicolas, ils ont parlé du pouvoir, on a parlé de Mitterrand. Oui, mais c'est un pan du truc, c'est un aspect de la chose. Et pour que tu comprennes l'affaire Tapie, tu dois comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Tu dois comprendre les enjeux réels que là je suis en train de te montrer. Les enjeux, c'est justement, c'est pas ce qui s'est passé en France, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Tu vas voir, on continue. Les Français sont très bizarres parce que il y a un sondage sur la croyance, le bonheur, etc. qui m'a vachement épaté. C'est ça dans Challenge début de l'année. Question, êtes-vous plutôt heureux, plutôt malheureux? 82% des gens plutôt heureux. 82. Deuxième question, pensez-vous que les Français sont plutôt heureux, malheureux? Ils pensent que 82% des Français sont malheureux. C'est dément. Tu vois, on est en schizophrénie totale. Ça veut dire que
toutes les nouvelles, toutes les infos qui sont ce qu'elles sont. On va pas reprocher aux journaux télévisés de dire qu'il y a tant de morts par le sida, qu'il y a le tsunami, etc. N'empêche que leur impression à eux, c'est de vivre au milieu d'une tempête incroyable, qui fait que tout le monde doit être dans une merde noire, tout le monde doit souffrir, et pas nous. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, c'est un des gros problèmes qui rend ce pays très compliqué à gérer. Le plus ouf dans cette émission, je te jure, j'ai l'impression qu'elle a été enregistrée. Enfin, c'est énorme. Je sais pas si tu ressens ce que je ressens quand j'écoute ça, mais j'ai l'impression que c'était hier, quoi. C'est maintenant. Enfin, c'est ouf, en fait. Et cette conclusion, pour moi, c'est la consécration de cette affaire. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce sondage, bordel, c'est l'environnement. C'est notre environnement. On a un environnement qui est une horloge cassée. Alors, c'est la seule image qui me vient, je suis désolé, mais il y a un problème. Tu as un problème avec l'argent. Et on a tous ce problème avec l'argent parce que... Et alors là, ce que je vais te donner, c'est une interprétation très personnelle. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et tu peux... voilà... C'est complètement ouvert. Tu peux m'envoyer des messages, tu fais ce que tu veux, tu sais où me trouver, il n'y a pas de souci. J'ai un site, Immobilier Compagnie, il y a de quoi me contacter par ce vecteur-là. Je suis sur les réseaux sociaux, donc pas de souci. Je suis complètement ouvert. Mais je vais quand même dire ce que je vais dire qui est très personnel. J'essaye tout le temps de te faire des émissions hyper intéressantes pour te faire grandir par rapport à tout ça. Mais il y a des moments, on est obligé de mettre aussi un peu de soi. Moi, j'ai la sensation que notre pays, si tu veux, c'est un pays qui a jamais su, et ce depuis un bon moment, qui a jamais été capable de se positionner clairement. Et je vais te donner mon avis complet là-dessus, qui est un avis lié 100% à de l'empathie et à des discussions que j'ai pu avoir avec diverses personnes qui m'ont aidé ou qui ont contribué, en tout cas, à forger cette opinion que j'ai de ce pays-là, qui est la France. La France, c'était avant une royauté. Donc, on était dirigé par un roi. On est un peuple qui a passé, au moment où tu écoutes cette émission, en tout cas, sauf si on en est en 3240, décidément. Mais en tout cas, à aujourd'hui, on a passé plus de temps sous la gouvernance royale que sous une forme de les républiques actuelles. C'est-à-dire que si tu prends l'échelle de l'histoire de la France, tu regardes le temps des rois et le temps de la République, le temps de la République pour l'instant est toujours plus petit que le temps des rois. À la suite de quoi, quand on bascule de la... On fait tomber la monarchie, direction autre chose, on se prend Napoléon Bonaparte dans la figure, qui finalement était ni plus ni moins qu'un roi déguisé, entre guillemets si je puis me permettre. C'était un empereur. Excusez-moi. Et à la suite de quoi, on peut pas le nier, hein, on a été communiste. D'une manière ou d'une autre, on a eu un très fort mouvement communiste dans le pays. Et on est resté ouvert au capitalisme. J'en veux pour preuve. Moi, j'ai grandi dans les années 80. J'étais enfant dans les années 80 et j'étais jeune ado dans les années 90, très jeune adolescent, petit enfant adolescent. Et on va dire jeune adulte de mes 20 à mes... J'avais 20 ans en 2002, voilà, comme ça tu situes l'histoire. Donc jeune adulte de 2002 à il y a quelques... Bon, maintenant je suis vieux, mais... je suis père, alors c'est fini maintenant. Je suis un vieux con. Bon bref, peu importe. Et je trouve très amusant parce que j'ai personnellement, c'est un avis comme je suis très personnel que je donne là, j'ai ressenti une très forte empreinte culturelle américaine sur ma jeunesse. C'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai ressenti. Tout en étant dans un pays avec une très forte attirance communiste, tout en étant dans un pays où l'Église a quand même eu son poids, et tout en étant dans ce même pays qui a eu une empreinte très forte de la royauté. Et je trouve que tu prends l'ensemble de ce que je viens de te dire, tu secoues et tu as un résultat aujourd'hui de gens qui ne savent plus ce qu'ils sont. Parce que la vérité, pour moi c'est ce que je ressens, c'est que nous ne savons plus ce que nous sommes. Nous sommes ces gens-là qui viennent d'être décrits, qui pensons être heureux, qui sont convaincus que les autres sont tous malheureux, et qui nous retrouvons dans une espèce de tourmente hyper compliquée avec un avenir qui se dessine comme étant de plus en plus sombre, alors que, laisse-moi te le dire, pour moi en tout cas, les opportunités n'ont jamais été autant présentes qu'aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Je veux dire, là tu m'écoutes, j'ai mon émission radio sur ton téléphone, tu peux m'écouter de n'importe où dans le monde. Putain de merde, mais c'est énorme, c'est énorme. Et moi je crois, personnellement, je crois que ce brouillard finalement d'identité personnelle qui s'est accentué
et je suis désolé, ce que je vais dire là, ça peut être très mal interprété, mais c'est mon avis personnel malgré tout encore, qui s'est accentué par ce mixage ethnique qui est ce qu'est la France aujourd'hui, et que je ne renie pas, mais qui a encore plus mélangé, je pense, notre culture, fait qu'aujourd'hui, je crois, c'est ma croyance personnelle, moi je suis fils de personnes qui viennent de Yougoslavie, voilà, peu importe, hein, la Yougoslavie, il y a plein de pays, je ne vais pas commencer à te dire, je suis serbe, machin, bidule, on s'en fout. Je peux te dire que je ressens, en tout cas, une population perdue dans ce qu'elle est, ce qu'elle voudrait être, parce qu'elle voudrait avoir de l'argent, mais en même temps, l'argent c'est mal et c'est sale, donc il ne faut pas trop en avoir. Elle voudrait qu'il n'y ait plus de pauvres, mais en même temps, c'est compliqué d'aider les autres parce qu'on n'est pas capable de s'aider soi-même. Mais s'il ne faut pas penser ça, parce que c'est mal, tu comprends, c'est de l'égoïsme, et ça, oh là là, mon Dieu, c'est très très méchant. Et c'est le bordel, c'est le bordel. Et tu vas voir, c'est pire que ce que tu peux croire, parce que c'est non seulement c'est le bordel, mais en plus, écoute ce que je vais te faire écouter maintenant, et c'est toujours d'actualité, j'ai regardé les chiffres, c'est vraiment le bordel. C'est pour ça que c'est un pays où il y a un taux de suicide très important. C'est le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde, la France, tu savais ça, hein? Ouais. C'est vrai qu'au moment des 30 Glorieuses, on a eu un modèle social très développé, qui était vraiment bien installé, qui était basé sur le partage, sur le fait que tout le monde doit profiter, au moins en ce qui concerne l'éducation, la santé, la justice, des progrès qui sont faits. Et puis ils ont pris pour beaucoup l'habitude d'être un peu sponsorisés, un peu assistés. Et quand ils se sentent plus dans cette situation de sécurité, beaucoup perdent les pédales. On est aussi un des pays où le divorce fait le plus de ravages et crée des situations dramatiques. Quand un couple sans moyens divorce, il y a des mecs qui couchent dans la bagnole parce qu'ils ont de quoi payer un appartement, pas deux. Évidemment, heureusement, on laisse la femme dans l'appartement avec les enfants et le mec, il a plus un rond, il est dehors. Donc, en dehors de la souffrance affective, il y a une souffrance matérielle terrible. Il y a plein de choses dans ce passage, hein. Bien évidemment, tu l'as compris. Je ne vais pas me concentrer sur ce titre, ça m'ennuie et ce n'est pas le propos de cette émission. C'est un vrai sujet, un sujet sérieux qui mérite d'être traité à part entière, mais ça dénote quand même d'une situation anormale. Je vais dire ça comme ça. Mais revenons sur le reste, en fait, finalement, qui a été dit. Cette espèce de sentiment de protectionnisme nécessaire à notre pays, dont il fait état et qui m'amuse beaucoup, parce qu'encore une fois, cette émission a été enregistrée il y a un certain temps déjà, et ses propos font écho à une actualité toujours actuelle. Ça fait un peu répétitif ce que je viens de dire, mais c'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, nous vivons un moment de changement et la France et les Français sont très attachés à leur modèle social. Je ne le critique pas. Je ne veux pas que tu crois que dans mes propos, il y a une critique. Mais je t'ai dit depuis le début de l'émission, je n'ai pas arrêté de te dire, l'environnement est problématique. Et là, j'aimerais maintenant t'amener sur autre chose. C'est que la France et les Français, on a aussi un autre problème, c'est les moyens. Il l'a dit, tu vois, il parle des divorces. Et il dit que, ce qui est vrai, hein, tout ce qu'il a dit sur le divorce, je suis complètement d'accord, et qu'il y a un manque, et que derrière il en découle un manque de moyens financiers pour une des deux personnes dans les divorces. Enfin, bref, il dénote un manque de moyens, et je voudrais donc t'amener sur le manque de moyens, pas financiers, pas matériels, mais le manque de moyens qu'on se donne à nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te donnes tous les moyens pour réussir à atteindre tes objectifs? Est-ce que réellement, tu mets en place des actions pour atteindre le point que tu veux atteindre, le résultat que tu veux avoir? Est-ce que tu te donnes ces moyens réels et concrets tous les jours pour que ça se réalise? Moi, je ne pense pas. Et je ne pense pas à cause de l'environnement, de ce dont je te parlais tout à l'heure. Je pense réellement que l'environnement influence sur nos actions, sur les moyens qu'on se donne pour atteindre nos résultats, et donc sur, finalement, notre comportement général dans cette société que l'on aime, parce qu'on ne peut que l'aimer. Quand tu vois tout ce que la France te donne, c'est difficile de ne pas aimer ce pays. Et il faut être reconnaissant et reconnaître les avantages que nous avons. Mais est-ce que ces avantages qu'on nous donne sont réellement une force et nous amènent sur des opportunités? Ou est-ce que, compte tenu de tout un tas de choses, ça ne serait pas un système qui nous endort et nous fait nous contenter finalement de ce que nous avons sans aller chercher le petit truc en plus qui ferait qu'on aurait des résultats oufissimes?
Moi, je sais pas, comme j'aime le dire, je suis des fois bon pour poser des questions, j'ai pas toujours la réponse. Je suis pas particulièrement plus attaché au système français que ce que j'en suis détaché. En fait, en réalité, personnellement, je suis à mon compte, donc j'ai un peu envie de te dire que ça m'est égal en fait. Je trouve qu'il y a des choses positives et qu'il y a des choses négatives, comme dans tout système. On ne peut pas avoir que du bon. Voilà. Je t'ai déjà dit dans d'autres émissions que de toute façon, le système français produisait le même résultat que le système américain. Donc je considère en te disant ça que je réponds aussi à la question de est-ce que finalement il y a d'autres systèmes meilleurs? Je ne le sais pas. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir ce que pense M. Tapie sur ce sujet. Et là, tu vas voir, on va toucher du doigt quelque chose d'encore plus, qui va nous ouvrir un débat encore plus intéressant que tout ce que je viens de te dire. Mais il y avait un sondage dans le Nouvel Observateur dont on parlait ici la semaine dernière déjà, moi qui m'étonne complètement, c'est êtes-vous favorable ou non à l'économie de marché? Alors en Chine, c'est 74% des Chinois sont favorables à l'économie de marché. Aux États-Unis, c'est 71%. Dans les grands pays européens, c'est 65-66%. Et en France, c'est 34%. Alors est-ce que la France est très en avance? C'est-à-dire elle a compris que le capitalisme, c'était pas bien, et elle est post-capitaliste, ou au contraire, elle est très en retard, parce qu'il y a un problème là. Non, mais d'abord, il est possible qu'il existe un système beaucoup plus efficace, plus généreux, et qui rend les gens plus heureux, mais on ne le connaît pas. Ouais. Puisque pour l'instant, on a mis en opposition le marxisme, qui a généré un socialisme, puis une social-démocratie, et puis la loi du marché. Bon. Encore une fois, la loi du marché, pour les gens, c'est l'abandon d'une certaine sécurité et d'une certaine protection. C'est un peu la jungle. Alors, comme on est le pays le plus protégé, forcément, les Français sont les plus opposés à la loi du marché. Ouais. Ensuite, il y a l'interprétation qu'on se fait dans le mot la loi du marché. Pour beaucoup, la loi du marché, c'est la loi de la jungle. Et il faut reconnaître que, par certains égards, c'est un peu vrai. Ouais. Alors, est-ce que le français est plus malin, plus impertinent, plus rigoureux pour exiger davantage? C'est un peu tout ça. Ouais. Maintenant, il faut que ces Français-là se disent que s'il existe une autre technique, une autre méthode, c'est pas la France qui pourra l'imposer seule, parce qu'elle fait 2% du monde, la France. Ouais. Donc, dans un monde qui est entièrement soumis à la loi du marché, on est obligé de l'adopter. C'est du baratin. Alors, on a des mecs, j'entends Besancenot, j'entends tous ces gens. C'est bien, c'est rafraîchissant de les entendre dénoncer. Ouais. Mais ils font quoi? Ils font que dalle. La France, c'est un peu le village d'Astérix aujourd'hui, non? Vous n'avez pas cette impression? Oui, vous avez vu, le mec, il a dit les patrons, faut tous les virer. Ouais. On les remplacera. Bon, Ouais. par quoi? Par d'autres patrons. Ouais. Qui auront une nouvelle hiérarchie. Toute Ouais. la société est basée sur une hiérarchie. Que tu mets 150 mecs sur une plage, tu les laisses 1 an et demi, tu reviens, il y a un patron, il y a 2 adjoints, puis il y a le connard en bas parce qu'il veut rien foutre ou parce qu'il sait pas quoi faire. Ouais. Et la société doit être bien organisée parce que celui qui est en bas, il a le droit aussi de vivre, de pas être piétiné, d'être protégé, qu'on lui pique pas son dû, qu'on lui baisse pas sa femme. Il a le droit. Alors c'est là où la société doit être organisée pour faire face à la limite aux inégalités de la hiérarchie. Mais une hiérarchie, elle existe dans les pays socialistes, il y avait une hiérarchie. Bien sûr. Dans les pays capitalistes, il y a une hiérarchie. La France, c'est un pays qui s'accommode mal des hiérarchies. C'est un pays assez égalitariste, la France. Bah, on lui a fait sa conception comme ça, c'est logique. C'est décidément très intéressant d'écouter tout ça. Alors, on va commencer par le début. Je vais te parler forcément de l'Europe. Il a dit un truc qui est hyper important et qui va dans le sens de tout ce que je t'ai dit. Nous représentons, la France, 2%, alors à cette époque-là, 2% du monde. C'est-à-dire que dans un monde qui a adopté la loi du marché, notre voix pèse pour 2%. Donc, tu peux continuer à lutter. Tu peux continuer à me dire « Ouais, j'aime pas les patrons, c'est tous des cons. J'aime pas le capitalisme, c'est tous des cons. » Mais tu fais que 2% en fait. Et comme la loi de la majorité l'emporte, malheureusement, si tu n'acceptes pas, tu capituleras. Tu vois, c'est malheureux. Hein. J'ai un ton un peu grave parce que je comprends, et je vais rejoindre ce qu'il dit, dans un pays surprotégé où les gens sont attachés à leur protection, je comprends que tu ne veuilles pas la perdre. Mais quand tu représentes 2% du monde, tu ne peux pas t'imposer aux autres. Je vais te poser une question qui est très intéressante, je trouve, et qui va relier tout ça. Tout est lié avec cette histoire. Est-ce que si on s'était donné les moyens, est-ce que si on s'était donné les moyens, au lieu de protéger, au lieu de
se comporter comme on a choisi de se comporter. Encore une fois, ce n'est pas un reproche, là ce que je fais, c'est une supposition. Je me prémunis de ceux qui vont m'incendier. Si on s'était donné les moyens, tout simplement, eh bien, d'être les meilleurs. Si, comme du temps de Louis XIV, on était la première puissance mondiale, et que du coup, si on avait été cette puissance-là, on aurait pu envisager d'imposer notre modèle au monde. Est-ce que tu l'aurais mieux accepté? Moi, je pense que oui. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui a fait que ce n'est pas nous qui sommes les leaders du monde? Qu'est-ce qui a fait que les Américains sont devenus les leaders du monde? Eh bien, c'est très simple en fait. Les Américains n'ont pas choisi la même voie que nous. Et donc, dans le choix de la voie qu'ils ont fait, il en est découlé tout simplement bien, le résultat où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est ce résultat? Créer l'Europe, une Europe qui va représenter 10 à 15% du monde, avec une voix plus puissante pour pouvoir nous opposer, mais une Europe conformisée, uniformisée, qui va pouvoir agir conformément à ses désirs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je te le souligne. Une Europe qui, au moment où j'enregistre cette émission, pour moi, implose. Mais bon, elle n'a pas encore implosé, puisqu'on essaye de retenir tant bien que mal nos amis anglais. Mais pour combien de temps? Je n'ai pas la réponse à cette question. Bref, ça c'est la première manière de voir les choses. Mais il existe une deuxième manière, parce que cette émission date quand même, et ça va être intéressant de voir la deuxième manière de voir les choses. Et je vais aussi rejoindre ce qui a été dit. Donc soit on s'est planté et on aurait dû être plus capitaliste, soit on a raison. Soit on a raison parce qu'avec notre modèle des 35 heures, et avec une époque où l'automatisation bat son plein, parce qu'aujourd'hui, ne t'en déplaise, on automatise de plus en plus de tâches, avec cette automatisation, il va y avoir de moins en moins de travail. Et donc, si on rationne le travail pour tout le monde, on a une chance de s'en sortir et peut-être que l'on a raison. Et donc, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? C'est que comme je suis en train de te le dire, c'est possible qu'on ait raison, comme c'est possible qu'on ait tort. C'est possible qu'on aurait peut-être dû se lancer à bras-le-corps dans un capitalisme sans limite, où les gens bossent 100 heures par semaine pour arriver au sommet de la pyramide et imposer leur modèle aux autres, ou alors on a totalement raison et fractionner le travail jusqu'à 25 heures par semaine, puisqu'on est à 35, il faudra encore le baisser pour que tout le monde ait du boulot et que finalement on en arrive à un revenu universel et que on a tous finalement, pas plus les uns que les autres, mais au moins on a tous quelque chose du travail, quelque chose à faire, etc. Ça sera la meilleure des solutions et on s'en sort. Mais dans les deux cas, laisse-moi te poser cette seule et unique question. Qui a raison, qui a tort? Tu ne le sais pas et tu ne le sauras jamais. Qu'est-ce qui est amusant dans ce que je suis en train de faire? C'est que c'est exactement la même chose qu'avec l'affaire Tapi. Tu as des données, on a des données à un problème. C'est-à-dire qu'on a des données environnementales, des données de protagonistes, donc nous, l'environnement, la situation actuelle, Internet, comment on appelle l'automatisation, et on fait un pronostic. Il y a deux solutions, soit c'est le capitalisme qui va définitivement l'emporter, parce qu'il l'emporte depuis pas mal d'années, et dans ces cas-là, voilà, soit comme il dit, il y a un village d'irréductibles gaulois, et à la fin c'est eux qui l'emportent, parce que l'automatisme ayant battu son plein, en fait il se trouve que nous sommes avant-gardistes, et que comme il n'y a pas assez de travail, on va devoir passer de 35 à 25, et peut-être de 25 à 15, partager le travail, basculer sur un revenu universel et avoir raison. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir laquelle de ces deux hypothèses se vérifie, tant qu'on n'est pas allé au bout du truc. Et ce qui est génial, c'est que nous, on va peut-être vivre ce changement et on saura la réalité. Mais maintenant, on ramène tout ça à l'affaire Tapi, parce que je suis quand même là pour te parler de Bernard Tapie et de Robert Louis Dreyfus. Moi, je t'ai montré dans cette trilogie différents aspects de cette affaire et je t'ai amené dans des questionnements et une vision un petit peu différente de tout ça. Je t'ai conclu ce début de cette trilogie en te précisant une chose que je ne t'ai jamais dite, c'est à savoir que Bernard Tapie a quand même revendu toutes ses entreprises, même si elle perdait de l'argent, mais que sa situation restait a priori quand même difficile, parce que sinon les mandats et tout ce qui a été signé pendant l'affaire ne seraient pas arrivés. Mais maintenant que tu as compris que pour moi l'environnement de l'époque a joué un énorme rôle dans cette affaire, il est très difficile pour nous d'être capable de savoir réellement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je pense que même l'intéressé, M. Tapi, il y a des choses qui lui échappent. Et pourquoi je pense ça? Parce que je pense que l'environnement avait des intérêts croisés que nous ignorerons toujours. Et la seule différence avec tout ce que je viens de te dire par rapport à l'affaire Tapi, c'est que si nous serons les spectateurs de la finalité de cette histoire, avec notre histoire, qui est de savoir, est-ce qu'il va y avoir du travail pour tout le monde? Est-ce que le monde va imploser? J'en sais rien. Ça, on va pouvoir le vivre. Avec l'affaire Tapi, le fait que
Nous n'avons aucun contact avec l'environnement qui avait un intérêt dans cette affaire. Le fait que finalement, il y a des gens, et je pense notamment à Jean-François Mitterrand qui n'est plus là, qui ne parleront jamais, eh bien nous ne saurons jamais le fin mot de l'histoire. Parce qu'il y avait des intérêts croisés extérieurs qu'on ne te dira jamais, qu'on ne te donnera jamais, dont tu n'auras jamais la réelle finalité, qui ont un rôle prépondérant dans cette histoire, voire même majeur, et qui ont fait cette histoire. Et donc, moi, je vais te dire ça, j'ai pas conclu, il y a encore un passage, tu vas le voir, mais j'ai pas encore conclu l'émission, mais je vais déjà te dire une première conclusion. Tiens-toi simplement dans une affaire comme celle-là, même si tu as des convictions, essaye de comprendre quand même à un moment donné que il y a ce qu'on te dit, mais il y a tout ce qu'on ne te dit pas. Et c'est très bien d'avoir des opinions, moi je suis le premier à avoir des opinions, mais il y a des fois où en réalité, quand tu fais preuve d'empathie et que tu te mets à la place de la personne que par exemple tu vas détester, bah, la vérité c'est que tu réagis exactement de la même manière qu'elle. La vérité c'est que tu aurais eu exactement les mêmes comportements et que tu serais devenu cette personne que tu détestes toi-même. Et que la plupart du temps, généralement les gens qu'on déteste, ils ne font qu'une seule chose, c'est nous renvoyer notre propre image. Désolé, je parle comme un robot, mais je ne sais pas pourquoi. Je te le redis, généralement les gens qu'on déteste nous renvoient notre propre image. Et c'est pour ça qu'on les déteste. Donc, on ne va pas conclure tout de suite, on va conclure après. Mais déjà, je vais te demander juste ça. Ne jette pas la pierre trop vite. Parce que on ne mesure jamais à sa justesse eh bien, les intérêts croisés des gens qu'il y a autour et qu'on ne voit pas d'une situation. Et souvent, ce sont ces gens-là qui ont une plus grande influence, même sur les faits. C'est-à-dire que, ce que je vais essayer de te le dire autrement, parfois, comme on l'a entendu tout à l'heure pour les clubs, si les clubs agissent de cette manière-là, c'est parce qu'à un moment donné, ils veulent gagner, quoi. Et que donc, comme personne ne les aide, eh bien, ils décident de faire des choses qui sont pas bien, mais qui, dans l'axe de leur objectif, ben, c'est pas discutable, en fait. Moi, tu vois, par exemple, j'ai des objectifs. Je ne suis pas en train de te dire je suis prêt à tout pour atteindre mes objectifs. Je suis quelqu'un qui est très soucieux de la loi. J'ai toujours respecté la loi. Je respecterai toujours la loi. Mais j'hésiterai pas à employer tous les moyens dont je dispose pour atteindre l'objectif. Tous les moyens. Y compris des moyens qui peuvent te choquer. Mais pour moi, qui ne me choqueront pas. Donc, parce que je m'adapte à mon environnement et que je vais, malgré la contrainte, essayer de passer entre les mailles du filet. Ne t'imagine pas que ça signifie que j'ai pas de cœur, mais ça signifie quoi du coup à ton avis? Ça signifie que j'aime beaucoup cette phrase que je répète souvent, c'est que le monde est dirigé par les intérêts. Et que si ce sont les intérêts qui dirigent le monde, ce sont les intérêts personnels qui dirigent le monde de ceux qui sont capables d'amener à bien leur, on va dire, projet. Je vais employer ce terme-là. Donc ça signifie quoi en fait au final? Ça signifie que tout ceci n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire d'intérêt et d'argent. Et donc, on en vient au point. Je vais m'adresser à vous, monsieur Tapi, en reprenant vos propres mots. Vous avez déclaré donc que vous aviez connu la vie avec beaucoup d'argent, vous avez connu la vie sans argent, et vous avez donc dit que vous préfériez la vie avec. Eh bien, ça vous étonne pas. Tout est mieux. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux parce que les gens essaient de mettre en opposition l'argent et le bonheur, par exemple. Bah, évidemment, si tu me dis tu préfères riche ou en bonne santé, ça suppose que tu es riche et malade. Ouais. Oui, je préfère être pauvre en bonne santé. Mais tu n'es pas obligé d'être malade parce que tu es riche. Ouais. T'as compris? Ouais. Donc, en bonne santé riche et en bonne santé pauvre, c'est mieux en bonne santé riche. Et voilà. Mais c'est tout mieux. Arrêtez de déconner. D'accord. Non mais vous. Eh ben alors. Non mais vous. Ben, non, mais c'est mieux d'avoir de l'argent que de pas en avoir. Vous dites maintenant, je connais la vie sans argent. Ça veut dire quoi? Eh ben, d'avoir un salaire qui correspond à un salaire de cadre. Ah ouais, pas plus. Non, puisque tout le reste, c'est gaulé. Ah ouais. Ouais. Non mais quoi que vous gagnez maintenant, Ah bah ouais. C'est la meilleure fin possible. Oui, parce que, en fait, bon, déjà, j'aime beaucoup le truc de dire toute cette émission, finalement, elle a un lien, tu vois. Je te disais l'environnement, mais voilà, là, tu l'as, l'environnement, voilà, la France, voilà, l'Europe, j'ai envie de dire. Si t'es riche, t'es forcément en mauvaise santé, mais c'est n'importe quoi. Enlève-toi tout ça de la tête. Par contre, ce qui est hyper intéressant quand tu écoutes ces derniers mots, c'est
c'est que tu vois bien que il parle de ses intérêts. Il était beaucoup plus... Il préférait être milliardaire qu'être millionnaire. Mais je veux dire, et tu peux pas me dire que tu n'acceptes pas d'entendre ça. Au moment où il fait cette émission, il a un salaire. Certes, tu vas me dire, ouais, mais il gagnait plus d'argent que la moyenne. Oui, mais en fait, la vérité, c'est que ton environnement, ton état d'esprit, c'est toi qui as un problème avec l'argent, pas lui. Lui, il essaye d'expliquer que, à son échelle, eh bien forcément, quand tu es millionnaire, écoute, on va prendre le cas très différent, tu vas comprendre. Si tu arrives à avoir 1 million, qu'est-ce que tu crois que tu vas te... Qu'est-ce que tu penses financièrement que va être la première chose à laquelle tu vas penser quand tu auras eu ce million-là? Alors tu sais, tu vas dire, ah, je vais être super content, mais je ne te parle pas de ça. Quel est le premier... Après, tu gagnes ton premier million. À ton avis, qu'est-ce qu'on se dit dès qu'on a eu 1 million? Mais je peux t'en parler, hein, si tu veux. C'est limite un témoignage que je suis en train de faire. Hein. En fait, quand tu as eu 1 million, le premier truc que tu dis, c'est, ok, il faut que j'essaye de voir si je peux en avoir 2 en fait. Donc, en fait, c'est très simple à comprendre. En fait, un millionnaire, un jeune millionnaire, le premier truc qu'il va faire, il va dire, putain, je veux être multimillionnaire. Et voilà. Et c'est très amusant tout ça. Ça se goupille parfaitement. Et qu'est-ce que tu penses qu'un multimillionnaire va faire? Ben, il va chercher à aller à la multimillion au-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait quand tu es au multimillion du dessus? C'est super facile encore. Ben, milliardaire. C'est une suite logique. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais ça sert, comme les gens que tu vois à la télé, oui, mais ça sert à rien d'avoir autant d'argent. Mais ce que les gens ne comprennent pas, en fait, le problème, c'est que toi qui m'écoutes, tu projettes ta propre situation. Comme toi, tu n'as pas d'argent. Tu te dis que d'avoir autant d'argent, ça ne sert à rien. Sauf que ce que personne ne te dit, et c'est ce qu'il n'a pas dit, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas dit, c'est qu'après, à partir d'un certain moment, l'argent n'est plus du tout l'enjeu. Tu aimes simplement ce que tu fais en fait. Comme tu as un bon rythme de vie, que c'est sympa, que tu te marres, que c'est super, que ça te plaît, ben tu continues. Le monde est dirigé par des intérêts. Et comme chaque personne a ses propres intérêts, tu comprends que dans l'affaire Bernard Tapie, il y avait d'autres personnes que tu ne connais pas, comme je t'ai montré Robert Louis Dreyfus, il y en avait encore d'autres, qui avaient des intérêts que nous ne verrons jamais et qui ont joué leur jeu et qui font que tu ne comprendras jamais réellement le fin mot de l'histoire. Par contre, toute cette émission, toute cette série, elle doit te faire comprendre et t'amener à une seule et unique réflexion. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un éclair de génie. Je pense que tu fais partie de ma famille et je pense que si tu m'écoutes, en réalité, tu ne veux pas faire d'immobilier, mec. En fait, tu es un chercheur de richesse. Si tu es là et que tu m'écoutes, tu recherches la richesse. Et je vais même aller plus loin que ça. Je vais supposer d'une chose. Mais je pense que si tu es sur Internet, tu cherches à être riche très rapidement. Et c'est OK, hein. Ça va te surprendre peut-être. Certains vont être surpris de ce que je vais dire. Mais la conclusion pour moi ici, c'est de bien comprendre une chose. Si tu cherches l'enrichissement rapide, si tu es un de ces chercheurs de richesse, tu vas comprendre la phrase que je dis depuis mes débuts, que j'ai commencé tout ce que je produis sur Internet comme contenu. Au tout début, je disais toujours une phrase, je disais toujours l'immobilier c'est un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que si tu recherches dans l'immobilier un enrichissement rapide, tu ne le trouveras pas forcément là où tu penses le trouver. Tu le trouveras avec difficulté, il existe, mais il sera compliqué à trouver. Mais par contre, si tu sais te servir de l'immobilier, si tu sais utiliser l'immobilier pour aller chercher cette richesse rapide, si c'est qu'un outil, eh bien tu peux arriver à t'enrichir. Je pense que tu l'auras compris, les sociétés sont pour moi le vecteur d'enrichissement le plus rapide. C'est l'entrepreneuriat qui est l'appareil de déplacement rapide pour atteindre la richesse rapide. Mais, et c'est ce que je vais conclure avec tout ça, mais il faut avoir de l'immobilier ou en tout cas être capable de le coupler avec autre chose parce que tu l'auras vu dans toute cette histoire. Tu as des personnes extérieures qui ont des intérêts différents des tiens, qui sont des agresseurs potentiels ou alors des associés potentiels, mais tu ne peux pas les identifier tant que tu n'as pas vécu ton aventure. Et que donc, de mon opinion personnelle toujours, je le précise pour pas que tu me dises « Oh là là Nicolas, tu dis n'importe quoi », mais si il y avait eu un peu plus de sécurité dans le groupe Bernard Tapie, eh bien, on n'aurait pas eu peut-être une faillite aussi retentissante. Je pense que tout simplement, tu ne peux pas bâtir un empire si tu ne le bâtis pas sur des fondations
solide, une conclusion un petit peu, je dirais, pleine de sous-entendus, pas direct, volontaire, pour te laisser trouver ta propre réponse. J'espère que tu as aimé cette série d'émissions. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce sujet. On va en rester là. Les prochaines émissions seront toujours sur le même système, mais avec soit d'autres personnes, soit d'autres situations. On va un peu varier les plaisirs. Mais en tout cas, moi, je kiffe ce genre d'émission. N'oublie pas de me laisser un commentaire et une note sur l'application là où tu m'écoutes. Et ça me fera très plaisir si tu me laisses un petit message parce que franchement, je les lis et ça me fait toujours super plaisir. Pense à prendre le téléphone d'un de tes amis et à l'abonner sauvagement à cette chaîne parce que tu fais partie de la famille des investisseurs et des chercheurs de richesse. Et moi, je te dis à très bientôt. Tu peux aller sur mon site acheter un de mes programmes. Bonne route si tu es sur la route. Bonne écoute dans ton lit si tu es dans ton lit. Moi, je te dis à très bientôt. Salut!